J'ai lu l'interview du chef du comité de vigilance, lui-même, qui raconte comment il les a interpellés. J'ai lu l'interview du Lawan, qui n'était pas sur les lieux. J'ai lu l'interview du sous-préfet lui-même, qui raconte comment c'est le préfet qui l'a appelé. Vraiment, votre mission que vous avez envoyée, la mission du SDF, ne ramènera pas plus d'éléments que je n'en ai donné. Parce que mes renseignements, je les ai puisés dans l'œil du Sahel, qui a envoyé des correspondants originaires du Mayo Tchanaga, qui a des correspondants qui ont interviewé des témoins oculaires. Pour la petite histoire, vous lirez même le nom du boucher qui a été molesté et qui est plus ou moins grièvement blessé parce qu'il a voulu aider à extirper vos confrères chercheurs. Donc, vraiment, achetez l'œil du Sahel. Je n'aime pas faire la publicité, mais prenez ça, lisez, vous serez au même degré d'information que moi. Mais pour ce qui est des membres du comité de vigilance, on ne sait pas trop. Idéalement, on ne devrait pas avoir des comités de vigilance. Dans une zone de crise, on devrait déployer la gendarmerie, la police, l'armée. C'est-à-dire des gens qui ont reçu une instruction, des gens à qui, lorsqu'on remet des armes, on est sûr. Mais là, c'est une affaire, c'est asymétrique. D'où l'importance, peut-être. Asymétrique, vraiment, il ne faut pas comprendre. C'est pas un adversaire identifié. Juste un mot. Je crois que ces comités jouent un rôle crucial dans le renseignement. Le renseignement d'abord. Parce qu'on a bien remarqué que dans cette guerre contre Boko Haram, les populations arrivaient et se fondaient au sein des autres populations existantes. Donc, ils n'ont pas, ces comités n'ont pas l'autorité de la force légitime, mais c'est des auxiliaires, c'est des structures qui peuvent participer, qui peuvent aider ceux qui ont la force légitime à exercer leur oui, si nous restons sur le cadre du sujet, même ce sujet qui nous intéresse, vous allez voir, tout à l'heure j'ai dit une posture qui n'était pas orthodoxe à leurs yeux. Moi je suis juriste, je ne suis même pas bachelier, je suis capacitaire. Mais lorsque vous dites qu'il est chercheur en géologie. La géologie, c'est la science qui étudie les cailloux, les pierres. Il est donc tout à fait normal qu'on retrouve des chercheurs en géologie en train de ramasser des cailloux. Et on ramasse les cailloux dans le Mayo. Parce que c'est dans les rivières qu'on a le plus grand nombre d'échantillons possibles. Puisque le fleuve, l'eau, draine différentes variétés de cailloux. Un gendarme, même s'il n'a que le CPE, s'il avait vu la note de l'université, on aurait dit, ah tiens, des chercheurs, il serait parti. Mais là, le chef du comité de vigilance, se sentant investi d'une parcelle de pouvoir, a pris sur lui de les conduire à la gendarmerie de Rouen. À ce moment, si on avait eu affaire à un gendarme ou à un policier formé, il aurait jaugé le rapport de force. J'ai un seul pistolet automatique qui a 8 coups. Est-ce que je veux prendre le risque de traverser avec mes prisonniers le marché? Qui dit marché périodique dit aussi alcool. Il aurait contourné le marché pour arriver à la gendarmerie. C'est pour ça que je vous dis, tout était réuni. Et pour qu'on ait ce malheureux drame. Ah bon? Oui, tout à l'heure vous avez parlé à mot couvert, je crois même les gens ont parlé de la désaffection entre les populations et les forces de l'ordre. Nulle part au Cameroun, il n'y a cette désaffection comme à l'extrême nord. Je vous explique pourquoi. On a une population extrêmement pauvre, extrêmement misérable. Une population où faire un repas par jour est devenu un luxe aujourd'hui. Les seuls gens qui arrivent à tirer leurs épingles du jeu, c'est les gendarmes et les policiers. Vous ne pouvez absolument pas sortir d'une ville sans payer 200 francs, d'une ville ou d'un village. Dès qu'il y a une brigade, vous êtes obligé de payer 200 francs pour sortir de ce village, quand vous êtes à moto. Qui paye? Le conducteur ou bien le passager? Oui, le conducteur. Prenons l'exemple. Vous êtes à Marois, vous voulez sortir avec la moto. Vous voulez sortir de Marois, quelle que soit la sortie, nord, sud, est, ouest.
il y a un contrôle. Mais ce n'est pas seulement l'extrême nord, c'est des contrôles partout. Non, je n'ai jamais vu on fait payer 200 francs aux motos ici dans la partie. Non, ici c'est plus cher. Les motos ne payent pas. Comment vous je circule la moto à Douala. Mais Douala, on parle bien des Oui, puisque l'extrême nord, on ne circule qu'à moto, donc du coup, les gendarmes, à chaque poste, ils ont les crayons en couleur. Les feux oui, les marqueurs. Pour faire quoi? Voilà. Je vous explique. Quand vous arrivez avec votre moto, vous donnez 200. Alors le chef de poste réfléchit, il dit aujourd'hui nous sommes lundi, il utilise le marqueur vert. Il trace une barre sur votre garde-boue. Le lendemain, quand ils viennent, ils ont toujours le paquet là. Ils peuvent décider que bon, aujourd'hui, on va utiliser le marqueur rouge. Comment on peut aussi, entre guillemets, passer à cet acte-là, c'est-à-dire lyncher, mettre du feu sur un être humain? Comment vous expliquez ça? On comprend ce qui s'est passé. C'est pas explicable. C'est pas explicable, c'est un incident malheureux, très très douloureux. Rien ne peut expliquer une telle violence. Il ne sait pas tout simplement qu'on est dans un environnement qui porte le flanc à ce que ce genre d'incident arrive, de l'insécurité, des gens qui soupçonnent, qui ont peur également eux-mêmes pour leur propre vie, oui, et qui pensent qu'ils peuvent se faire justice eux-mêmes. Ce que je retiens du récit de Maître tout à l'heure, c'est que les forces de l'ordre sont venus et qu'ils sont repartis. C'est une attitude à interroger. Après maintenant, c'est un cocktail. Une foule, par exemple, ne réfléchit pas beaucoup. Et donc, s'ils étaient restés entre les mains le représentant du Lawan, et celui également du comité de vigilance, je pense qu'ils auraient eu la vie sur aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit considérer que ce genre d'événement-là, peut-être à cours d'éducation, sur l'importance de la vie, sur l'importance du respect de la vie humaine, fait que ce genre de choses, en réalité, on ne doit pas les vivre. Mais vous voyez très bien que dans un environnement comme celui-là où effectivement on a peur pour sa propre vie, parce que j'ai cru entendre que Boko Haram avait fait d'incursion là-bas, mais ils ne sont pas également à l'abri. En plus, s'il y a une insécurité que les gens ont installée et qui vivent de cela, tout est fait pour qu'on puisse soupçonner le vis-à-vis. Donc, vraiment, c'est très douloureux, ce genre de choses. Si on peut l'éviter à l'avenir, je crois qu'il faut le faire. Mais en même temps également, sur le même récit, c'est toujours très bien. Quand on parle d'autorité administrative, les gens ont tendance à penser que c'est une autorité oppressante. On arrive dans une localité, c'est des gens d'une certaine importance sociale, et peu importe, on se signale d'abord. On se fait signaler. On dit, nous sommes là pour telle ou telle chose, et à ce moment-là, on peut vous ouvrir là-bas, comme on dit, entre nous, et pour évacuer. Si jamais, peut-être, ils avaient fait cette formalité-là, ce n'est pas un jugement que je pose sur les démarches, mais au moins, si ça peut servir à d'autres personnes qui pourraient éventuellement se trouver dans les mêmes situations, il y a toujours cette démarche-là, cette formalité-là que l'on considère très souvent comme étant une formalité superflue, mais il faut toujours aller vers l'autorité administrative locale, qui également est là aussi garant de notre sécurité, mais encore une dernière fois, je ne peux pas m'acharner sur les gendarmes. Peut-être que même ils ont été désemparés quand ils ont vu la furie des foules, qui ne réfléchissent pas. Voilà. Maître Achille Bédio, cette situation, moi c'est surtout à côté des chercheurs, vous avez un guide. En principe, lorsque vous arrivez dans une localité, vous attachez les services de quelqu'un qui connaît bien la zone, qui parle peut-être la langue aussi, donc malgré les explications, ils sont passés à l'acte. Comment comprendre? Difficile à comprendre, ces gens-là. Je voudrais d'abord préciser ici que le SDF, qui est ma formation politique, condamne fermement cette barbarie. Le président national Joshua aussi, l'honorable, a dépêché sur le terrain une équipe. La deuxième quittera ce soir même. Et ceux qui sont sur le terrain, des informations que nous avons eues, sont à quelques exceptions près proches de ce que mon estimé confrère Ali a déroulé tout à l'heure. Ces gens-là, je suis d'accord pour l'une des rares fois avec l'honorable lorsqu'il dit que
Quand on arrive dans une localité, la première des choses, c'est également de signaler sa présence, surtout si on est un étranger, qu'on vient faire un travail comme celui-là aux autorités locales. C'est d'abord notre sécurité. Nous, par exemple, les avocats, quand vous arrivez dans une unité de gendarmerie pour assister à un client, il nous est conseillé de d'abord aller présenter nos civilités au chef d'unité avant d'aller voir l'enquêteur, parce que parfois les enquêteurs très zélés peuvent être en train de vous manquer de respect alors que le chef d'unité n'est même pas au courant de ce qui est un avocat qui est dans son unité. Pareil également, dans les informations que nous avons eues font état d'abord de ce que le sous-préfet de la localité n'était pas au courant de leur présence, mais à la différence de ce que mon estimé confrère Ali a dit, c'est que ils ont rencontré le chef local, le chef traditionnel local qui était au courant de leur présence. Ils ont pris un guide, un transporteur qui était de la localité. Alors, ce malheureux incident arrive à notre sens suite à une conjoncture des actes malheureux et inappropriés que certains auraient posés. Je suis au conditionnel. La première question, si je m'en tiens au récit de Maître Ali, lorsqu'il dit que le Lawal et l'amenait, je ne sais pas où, il les amenait où, pourquoi? Lorsque vous arrivez, ils vous présentent des documents qui font foi, mais vous retournez, vous les laissez faire leur travail. Le fait de les conduire, je ne sais où, attire l'attention. Et aujourd'hui, nous connaissons le dégoût, si je veux dire comme ça, la méfiance de la population aujourd'hui vis-à-vis des services de la justice, en commençant par les officiers de police judiciaire qui, une fois un malfrat entre leurs mains, trouvent en cela une opportunité de se faire de l'argent et les relâcher. On peut comprendre la furie de la population, mais on ne peut pas comprendre l'acte posé. Comment est-ce que vous avez l'un des vôtres qui est censé être leur conducteur, qui vous êtes censé le connaître s'il est de la localité. Vous ne pouvez pas arriver faire une recherche à Bazou, prendre un moto-taximan de Bazou et que quelle que soit la localité, vous êtes en difficulté et que celui que vous transportez ne puisse pas vous dire non, c'est les étrangers que j'ai pris à tel endroit, tel autre endroit. L'autre différence avec le récit de mon estimé confrère, c'est que cette localité a été victime des attaques de Boko Haram. Et le maire de cette localité disait, tout récemment, Boko Haram a tué presque 6 personnes là-bas. Or, lorsqu'il s'agit de Boko Haram, on n'a jamais entendu, j'ai dit vrai de Boko Haram, on n'a jamais entendu que cette population s'est mise ensemble comme ça pour les faire des routes. Mais des chercheurs qui sont venus étudier les possibilités de votre bien-être, vous mettez à les lyncher ainsi. Nous disons qu'au-delà de cette justice populaire qui est condamnable, il y a des actes qui doivent être interrogés. Lorsque le Lawal arrive sur le terrain, il n'avait plus aucun droit, à mon sens, de les conduire quelque part. Il pouvait, en tant qu'auxiliaire de l'administration, appeler juste le sous-préfet pour dire que bon, j'ai trouvé des gens ici comme ça, je les laisse travailler, je vous rencontre. Qu'il a ce que peut-être le sous-préfet dit non, stoppez-les jusqu'à ce que j'envoie une équipe les ramener à mes services. Vous ne pouvez pas prendre le risque de conduire des gens comme ça là. On ne sait pas par quel moyen, je dis, si je reste sur le récit de Maître Ali, on ne sait pas par quel moyen vous vous permettez de conduire des gens comme ça là, alors que préalablement, il y a déjà des soupçons de ce que ces gens appartiendraient à la secte Boko Haram. Donc, mon cher Serge Alain, d'ici demain soir, l'équipe que dépêche l'honorable Joshua aussi sur le terrain, nous aurons un rapport complet de cette situation. Et je le disais en fin de première prise de parole, je le disais, là, au-delà de ce lynchage, nous devons nous interroger sur cet engouement ou alors cette
montée vertigineuse de la justice populaire au sein de la société camerounaise. Cela se justifie également parce que quoi, Serge Alain? Parce que le président de la Cour suprême, Koubé-Sonné, en parlait je crois il y a 2 ou 3 ans. Justement. La montée de la justice populaire dans notre société. Pourquoi? Parce qu'il y a une méfiance vis-à-vis des services de la justice, en commençant par les officiers de police judiciaire. Je vous tenais une anecdote, Serge Alain, très rapidement. Lors de l'arrestation du roi Bazou, j'y étais, et il y a une situation qu'on est venu me poser. Il y a un frère Bazou qu'on a tabassé, il est passé de vie à trépas parce qu'apparemment il aurait pris la chèvre de qui, je ne sais pas, au marché. On a récupéré la chèvre, mais on l'a tapé jusqu'à ce qu'il ait décidé. Et quand je me rapproche de certaines personnes, bien introduites, et des autorités même, on me fait comprendre que, effectivement, ne soyez pas surpris qu'à Bazou, ça se passe comme ça maintenant. Pourquoi? Parce que tout, je dis bien tout, je rapporte ce qui m'a été dit par les autorités établies de Bazou. Tous les malfrats qu'on envoie, qu'on défait à Banté, le lendemain, vous les voyez à Bazou. On les libère toujours. Vous comprenez pourquoi quand on arrête un comme ça là, que d'envoyer chez le procureur de Banté, il faut en finir avec lui. Et nous disons, ce genre de choses doit cesser et ça nous permet d'être une tribune pour dénoncer ce genre de choses. Nous avons une foi en la justice camerounaise et ces maillons doivent savoir qu'ils ont une responsabilité pour ne pas arriver à ce genre de situation. Si dans cette localité, il y avait une foi en la justice et c'est que même si ce sont des chercheurs tels qu'ils déclarent et qu'on les remette aux mains de la justice, on est sûr que si on les revoit dehors, c'est sincèrement qu'ils sont des chercheurs. Donc, c'est cette méfiance-là qui amène des gens à poser des actes dont débat aujourd'hui. Voilà. François Xavier, Yondika, cette situation, vous l'avez vécue, comment vous vous sentez après des chercheurs qui sont lynchés ainsi une population? Comment comprendre ça? Je me sens a priori très mal parce que la recherche est l'un de mes domaines de prédilection. Et je crois que de plus en plus, le pays sombre dans cette espèce d'ensauvagement. La ministre Madeleine dans son communiqué, a fait un communiqué qui est arrivé un peu sur le tard, mais bon, qui est quand même arrivé. Et elle constate elle-même que nous sommes l'ensauvagement de la société camerounaise. Et il y a une corrélation. Vous allez dire que je parle du coq à l'âne, mais la dernière fois où j'étais sur un plateau avec l'honorable Mout, on discutait justement de ces avocats qui ont été molestés par les forces de l'ordre. Et ça, c'est pour rejoindre Maître Lejo, qui disait tout à l'heure que quand il y a un manque de confiance à la justice, quand les agents de justice, comme les avocats, sont traités de manière aussi brutale, il est fort à parier que la confiance qui existe, qui devrait exister entre les populations et la justice, s'érode, s'étiole au fil du temps. Et il a fait un brillant récit de la situation, mais je crois qu'il faut bien voir que dans ce que nous vivons, il y a des causes exogènes et des causes endogènes. Les causes exogènes, c'est Boko Haram d'abord qui est arrivé et qu'on n'a pas. Le Cameroun s'est organisé comme il a pu. Il y a eu ces mouvements d'autodéfense qui se sont organisés, qui ont été pour beaucoup dans le recul de Boko Haram. Mais comment est-ce que ces mouvements ont été gérés par la suite? À quoi ils s'occupent aujourd'hui? Comment est-ce que on en a fait des mouvements plus imprégnés, plus proches de la justice classique? Parce que ça, c'était des états d'exception. On ne peut pas imaginer une partie du pays où c'est des comités de vigilance qui régulent la société. Non, c'était des états d'exception. Donc, voilà, il y a eu cette situation et ça peut-être exacerber ces réflexes de justice expiatoire et lapidaire. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un et puis on se dit, on s'arroge le droit de se rendre justice. Donc, voilà, ça c'est... Maintenant, je reviens sur les facteurs endogènes pour dire justement, comme le disait Maître, qu'il y a une véritable crise. Il y a une désaffection parce que tout à l'heure, il a parlé des forces de l'ordre qui sont arrivées. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ces forces arriver et repartir. Les forces de l'ordre sont censées ramener de la sérénité, ramener du calme,
avant peut-être que la justice n'éclaire sur une situation. Mais quand ils viennent et quand ils partent, c'est un peu comme s'ils abandonnaient ces gens-là à leur sort. Donc cette crise se vit à ce niveau. Cette crise aussi se vit dans les décisions de justice. Parce que quand bien même on est appelé à rendre justice, très souvent, on se rend compte que les décisions de justice qui sont rendues sont à 1000 lieues de ce que l'on a vécu sur le terrain. Du coup, la population n'y croit plus et elle s'arroge le droit de se venger. Et, sauf que la population n'a pas très souvent tous les éléments d'appréciation. Très souvent, elle réagit de manière, on peut dire, émotionnelle face à des situations. Ce qui peut conduire à des abus comme ceux qu'on a vécu l'autre jour. Donc, je crois que ramener plus de sérénité, avoir un pays où on est moins enclin à la violence inutile pourrait déjà contribuer à ne plus avoir ce genre de dérive que nous déplorons. Ok. Voilà, Maître Sekali, je parlais de votre leader en début d'émission. Je demande aux autorités judiciaires de diligenter une enquête impartiale et exhaustive afin d'établir les responsabilités, sanctionner les coupables. Oui, c'est évident, Serge Allet. Lorsque un être humain perd la vie, il est logique, il est humain de chercher à sanctionner ceux qui, de façon active ou passive, ont contribué à la consommation de la tragédie. L'avantage que nous avons, c'est qu'au 3e millénaire, c'est difficile de cacher la vérité. Maître, une minute. Là-dedans, dans votre récit, vous parlez et du représentant du Lawan qui est arrivé et le chef du groupe Autodéfense. Exactement. Vous avez suivi tout à l'heure François Xavier. On sait que dans la lutte contre Boko Haram, il y a eu ces comités d'autodéfense qui jouent un rôle, on va dire, qui n'est pas négligé quand même. Donc, dans des responsabilités, on va forcément toucher beaucoup d'éléments. Oui, c'est une question vraiment complexe, la question des comités de vigilance. Pour la petite histoire, moi j'ai eu affaire au comité de vigilance contre Boko Haram avant même que Boko Haram n'arrive au Cameroun. Je crois qu'on les appelait Civilian Joint Task Force. C'est comme ça qu'on les appelait dans le nord Nigeria. Lorsque je partais en aventure en 2010, 2011, 2012, j'ai traversé tout le nord Nigeria. À l'époque, effectivement, le gouvernement avait armé les civils dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Vous parlez du gouvernement nigérien? Du gouvernement nigérien. Voilà. Parce que je suis revenu au Cameroun au mois de mai 2013. Donc probablement j'ai eu affaire à eux de 2011 à 2012. Oui. Jusqu'en début 2013, j'étais un peu entre le Bénin, le Nigeria, et, bref, c'est pas ça l'essentiel. Mais les comités de vigilance ont joué un rôle positif, un grand rôle dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, y compris même au Cameroun. Ils servent d'agents de renseignement, ils servent d'agents de relais, ils font ceci, ils font cela. Souvent même le gouvernement leur donne des petites gratifications et tout et tout. Est-ce que tout leur est permis? J'allais y venir. Mais comme tous les comités de vigilance dans le monde, il y a des dérives. La première chose, c'est que on a constaté que les membres des comités de vigilance profitent de leur statut, de leur quasi-statut officiel, pour régler des comptes avec leurs adversaires dans les villages. Vous dites adversaire dans le village? Oui. Vous n'oubliez pas que je suis avocat. Oui. Comment ça, adversaire dans le village? Beaucoup d'innocents ont été interpellés sur la base des délations des membres des comités de vigilance, interpellés, gardés à vue sur la base de la loi antiterroriste. Ils ont passé des années et des années de détention préventive et en fin de compte, on trouve qu'il n'y a absolument rien à leur reprocher. Je crois être... Un sentiment de revanche qui naît automatiquement? Effectivement. De l'injustice naît toujours un sentiment de revanche. Il y a d'autres qui ne le font pas pour régler des comptes, mais pour bien se faire voir, par exemple.
mon copanéliste vient de parler du chef du comité de vigilance qui, en compagnie du représentant du Lawan, mon cher Lejo, le récit que je vous ai donné, parce que je tiens souvent à... Je n'aime pas... lorsque je viens sur un plateau de télé, je me documente. J'ai lu l'interview du chef du comité de vigilance, lui-même, qui raconte comment il les a interpellés. J'ai lu l'interview du Lawan, qui n'était pas sur les lieux. J'ai lu l'interview du sous-préfet lui-même, qui raconte comment c'est le préfet qui l'a appelé. Vraiment, votre mission que vous avez envoyée, la mission du SDF, ne ramènera pas plus d'éléments que je n'en ai donné. Parce que mes renseignements, je les ai puisés dans l'œil du Sahel, qui a envoyé des correspondants originaires du Mayo Tchanaga, qui a des correspondants qui ont interviewé des témoins oculaires. Pour la petite histoire, vous lirez même le nom du boucher qui a été molesté et qui est plus ou moins grièvement blessé parce qu'il a voulu aider à extirper vos confrères chercheurs. Donc, vraiment, achetez l'œil du Sahel. Je n'aime pas faire la publicité, mais prenez ça, lisez, vous serez au même degré d'information que moi. Mais pour ce qui est des membres du comité de vigilance, on ne sait pas trop. Idéalement, on ne devrait pas avoir de comité de vigilance. Dans une zone de crise, on devrait déployer la gendarmerie, la police, l'armée. C'est-à-dire des gens qui ont reçu une instruction, des gens à qui, lorsqu'on remet des armes, on est sûr. Mais là, c'est une affaire, c'est asymétrique. D'où l'importance, peut-être. Asymétrique, vraiment, il ne faut pas conclure. C'est pas un adversaire qu'on peut identifier. Juste un mot. Je crois que ces comités jouent un rôle crucial dans le renseignement. Le renseignement d'abord. Parce qu'on a bien remarqué que dans cette guerre contre Boko Haram, les populations arrivaient et se fondaient au sein des autres populations existantes. Donc, ils n'ont pas, ces comités n'ont pas l'autorité de la force légitime, mais c'est des auxiliaires, c'est des structures qui peuvent participer, qui peuvent aider ceux qui ont la force légitime à exercer leur oui, si nous restons sur le cadre du sujet, même ce sujet qui nous intéresse, vous allez voir, tout à l'heure j'ai dit une posture qui n'était pas orthodoxe à leurs yeux. Moi je suis juriste, je ne suis même pas bachelier, je suis capacitaire. Mais lorsque vous dites qu'il est chercheur en géologie, la géologie c'est la science qui étudie les cailloux, les pierres. Il est donc tout à fait normal qu'on retrouve des chercheurs en géologie en train de ramasser des cailloux. Et on ramasse les cailloux dans le Mayo. Parce que c'est dans les rivières qu'on a le plus grand nombre d'échantillons possibles. Puisque le fleuve, l'eau, draine différentes variétés de cailloux. Un gendarme, même s'il n'a que le CPE, s'il avait vu la note de l'université, il aurait dit, ah tiens, des chercheurs, il serait parti. Mais là, le chef du comité de vigilance, se sentant investi d'une parcelle de pouvoir, a pris sur lui de les conduire à la gendarmerie de Rouen. À ce moment, si on avait eu affaire à un gendarme ou à un policier formé, il aurait jaugé le rapport de force. J'ai un seul pistolet automatique qui a 8 coups. Est-ce que je veux prendre le risque de traverser avec mes prisonniers le marché? Qui dit marché périodique dit aussi alcool. Il aurait contourné le marché pour arriver à la gendarmerie. C'est pour ça que je vous dis, tout était réuni.